Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse, les journaux parus ce matin. On commence par le quotidien La Nouvelle Expression qui titre Pactole du coronavirus, un Covid-gate en perspective en sollicitant successivement et en un temps record 3 institutions pour faire la lumière sur la gestion du Covid-19. Les dirigeants camerounais dévoilent qu'il y a du feu dans la maison, notamment à travers un courrier du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. Il a clairement indiqué, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République a clairement indiqué qu'un audit doit être mené sur la gestion de ces fonds afin de mettre la main sur les auteurs, les co-auteurs et les complices de malversations financières des fonds Covid-19, écrit le journal. Le journal parle aussi du poulet importé, une mesure controversée. Un expert décortique la décision du ministre de l'Élevage d'autoriser l'importation des produits aviaires au Brésil. Il n'est donc pas exclu, selon des sous-entendus contenus dans cette correspondance du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales adressée à l'ambassadeur du Brésil, les sous-produits aviaires. Il n'est pas exclu donc que les produits surgelés ou alors le poulet congelé et surgelé soient parmi ces produits. Et du coup, demande d'amples explications du ministre des Pêches, de l'Élevage et de l'Industrie animale, le docteur Taïga. Le journal parle aussi d'électricité. Le Cameroun sous peine. Dès 2023, l'État devra payer l'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique de Nachtigal, même si elle n'est pas consommée, et indique donc le journal. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien, le Mutation, qui parle aussi de fonds Covid-19, la vague de fonds. Le journal indique justement à propos que le débat s'emballe autour de la gestion des 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international. Que révèlent les audits commandés? Le journal pose la question. Et puis, le quotidien Cameroun Tribune, Parlement, les réseaux font fureur, écrit le journal. Une trentaine de regroupements de députés et sénateurs autour des centres d'intérêt comme la sécurité routière, l'environnement, la promotion de la femme ou des jeunes mènent actuellement leurs activités en marge du travail parlementaire classique. Que cache ce boom? Quel impact cette activité a-t-elle sur le quotidien des populations? Le journal vous invite à lire son focus. De même que le journal parle des classes d'examen, les élèves sous pression depuis la reprise des cours au mois d'octobre dernier. Pas de répit pour les candidats aux examens officiels. Les signes de fatigue qu'ils montrent inquiètent les familles, tandis que les spécialistes relativisent, estimant que cette pression est normale et ponctuelle. Le journal Émergence met en sa une, attaque de Boko Haram, civils en danger, 80 personnes tuées, des centaines de domiciles pillés, de nombreuses exactions commises entre le 25 janvier et le 25 février 2021. Le comportement des troupes a surveillé. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. Pour les congeler, l'interprofession avicole dément une éventuelle importation. En tout cas, c'est ce qu'écrit d'ailleurs le journal. Le quotidien L'économie, transparence dans le secteur extractif, le Cameroun suspendu de litier. Le pays n'a pas respecté les délais de publication de son rapport 2018 fixé au 31 mars 2021 par le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives litier. Politics de Guy Hervé Fongan parle de folie dévastatrice dans le nord-ouest et le sud-ouest. La résidence et les biens du général Elo Kobin Daniel pillés et incendiés par des terroristes. De même que le journal parle de la profanation des résidences privées d'Amadou Ahidjo pillées à travers le Cameroun. Le financier d'Afrique revient sur le coronavirus, ouverture d'enquête judiciaire sur la gestion des fonds Covid. Le chef de l'État, Paul Biya, prescrit une enquête contre les auteurs, les co-auteurs, complices des cas de malversation financière liés à la gestion de cette pandémie. Et puis le quotidien Le Jour parle de Cameroun, 200 000 doses d'un vaccin chinois annoncé. Le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination s'est confié au journal Le Jour. De même que le journal revient aussi sur les fonds Covid, le FMI impose un audit pour voir clair dans la gestion des 180 milliards de francs CFA accordés au Cameroun pour la riposte contre la Covid-19. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam parle
de harcèlement, le DCC, directeur du cabinet civil, victime d'un maître chanteur. Un entretien devenu viral sur la toile met en scène Samuel Vondoayolo, ministre directeur du cabinet civil et un petit-fils du chef de l'État. L'échange est pour le moins surréaliste, écrit le journal. À lire donc l'éditorial de Faustin Djikam en page 3. Pour finir donc cette revue de presse, on va avec le journal satirique Le Popoli qui parle des petits mots. Vous allez voir sur cette première caricature les petits mots de fameux Ndongo. Le journal indique évidemment que le secrétaire national à la communication du RTPC a évidemment qualifié cette concertation des acteurs politiques de l'opposition comme indiquant évidemment qu'ils feront face à la rigueur parlementaire où tout changement de code électoral ne peut que passer par le Parlement, indiquant évidemment que le ministre ignore que la tripartite de 91 qui était partie de la rue, évidemment, des mouvements de la rue, avait accouché de la Constitution de 1996, de même que le grand dialogue national. Et puis, deuxième image pour finir, c'est le SDF Ninche bondit encore sur aussi, écrit le journal. Décidément, l'honorable Jean-Michel Ninche ne lâche pas prise, indiquant évidemment que la présence de Joshua aussi parmi les acteurs de les acteurs de l'opposition réunis à Yaoundé pour proposer un code consensuel électoral. Joshua y a été invité en qualité de qui et de quoi, surtout qu'il fait plus partie des militants du SDF littoral. Vous voyez donc sur cette caricature, évidemment, l'honorable Jean-Michel Ninche, évidemment bien cintré, avec cintré dans sur son écharpe, il dit à l'honorable Joshua aussi, Sardinard, et l'honorable Joshua aussi de lui répondre ambazonien. En tout cas, ainsi va la politique dans notre pays. Place à présent avec nos invités du jeudi. Guy Hervé Fongan, bonjour. Bon. Camille Nelly, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Vous dites bonjour à Guy Hervé Fongan et maintenant vous lui retirez le bonjour. Non, bonjour. Non, c'est exprès. Ah, exprès. Oui. Bonjour Jean-Paul Chouniat. Parce qu'il n'a jamais pu gagner le défi contre vous. Le pari. Voilà, il n'a jamais remporté le pari. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Guy Hervé Fongan, qui arrive vraiment au pas de course. C'est certainement pour ça que Jean-Paul Chouniat a voulu lui laisser le temps de souffler. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bien évidemment à la question rituelle de ce qui a retenu mon attention. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première chose, c'est ce déclenchement, enfin, de la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, dont on a vu les premiers effets depuis 2 semaines avec le Premier ministre, le Premier ministre Peter Mafani Moussongé, qui a procédé à un certain nombre de concertations et même qui a organisé une grande conférence de presse à laquelle il a invité tous les partenaires de la société civile et de la communication en leur demandant tous d'être partie prenante dans cette guerre contre le discours de la haine et contre la xénophobie. La deuxième chose, vous savez aussi que le Cameroun est maître dans l'art des concertations. Oui, les concertations, mais moi je pense que M. Mafani Moussongé a pris son temps pour d'abord mettre dans la tête de toutes les parties présentes que le problème est d'importance, parce que là-dedans, il y aura l'Antique, il y aura le CNC, il y aura le CNDHL, il y a tous les journaux. Bref, il appelle un ensemble de forces pour venir soutenir la Commission dans cette lutte qui est contre la violence, contre la haine. Et moi, je pense que c'est très, très important aujourd'hui. La deuxième chose qui retient mon attention, c'est ce grand article qui barre la première une de Tribune d'Afrique, avec cette affaire d'un maître chanteur qui ferait chanter le directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo, en lui demandant 15 millions de francs et une voiture de luxe rapidement, sinon il dévoile tout dans les réseaux sociaux. Et on réalise jusqu'à quel point il y a des gens qui sont spécialisés, non seulement dans l'arnaque, mais dans le chantage. Est-ce que quelqu'un peut aussi sortir de nulle part comme ça et faire ça, Camille? Non, mais non, lui, il n'est pas sorti de nulle part. C'est un neveu du chef de l'État. Mais un neveu du chef de l'État qui, lui, non seulement
fait une pression sur le plus proche collaborateur du chef de l'État, mais qui enregistre la conversation et qui l'envoie dans les réseaux sociaux. Vous devez comprendre que c'est-à-dire que le pourrissement est porté à un tel niveau qu'on se demande jusqu'où les gens ne peuvent pas aller. Imaginez un neveu du chef de l'État. Les arbres viennent d'en haut finalement. Je ne sais pas, lui le neveu n'est pas en haut. Guerre Fonga, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour nombreux téléspectateurs. Enfin politique, c'est en kiosque. Non, ça a toujours été là. Simplement que l'actualité, des fois, nous oblige à muscler notre jeu pour produire une information archivable. C'est stratégique. Notre jeu, oui, à muscler notre jeu. Donc on est musclé, tout à fait, pour produire une information de qualité, comme d'ailleurs la nouvelle sortie, vous avez dû constater que c'est une information fluide de choix et de pouvoir pour répondre aux exigences légitimes de nos lecteurs de plus en plus nombreux. Non, moi je voulais simplement dire que, tout en saluant la fidélité des téléspectateurs chaque jour nombreux qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative des journaux paraissant au Cameroun, moi j'ai été marqué cette semaine par la sortie du gouverneur de l'Ouest. Vous avez vu que ces jours déjà pris une décision pour interdire les funérailles. Alors j'ai trouvé ça un peu grossier, maladroit. C'est que les funérailles. Parce que voyez-vous, je veux dire que si encore si on peut enterrer, ça veut dire que les gens sont susceptibles de se retrouver dans des endroits aussi nombreux que les jours des funérailles. Et encore que ça m'a semblé un peu une décision que j'ai trouvée inique, parce que c'était circonscrite, ces décisions essentiellement dans la région de l'Ouest. Alors vous savez très bien que chaque jour, dans les églises, les gens sont de plus en plus nombreux. On les retrouve dans les snacks, dans les boîtes de nuit, etc. Et c'est son territoire de commandement. Je veux dire que, le fait d'interdire les gens d'organiser des funérailles, alors que... Ailleurs, ça se fait. Alors qu'ailleurs, ça se fait. Alors que dans l'Ouest... Les nightclubs sont ouverts 24/24, où les gens sont quasiment assis sur les autres. Ça m'a semblé un peu, j'allais dire, une décision de quelqu'un qui n'a pas toute la maîtrise, la connaissance de son environnement. Et je suis heureux, vous avez dû voir que le même jour, le président de la République a pris un arrêté pour décréter les obsèques officielles de Pascal Mankam. Et ce qui a certainement réjoui beaucoup de Camerounais qui ont apprécié et connu ce capitaine d'industrie dont le corps arrive au Cameroun dans quelques heures. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la levée de corps aujourd'hui, avec une grande veillée qui va se dérouler ce soir dans son domicile à Bonapriso. Donc il était, vous savez, politique, comme beaucoup d'autres journaux ont tenu à rendre un hommage appuyé, mérité à ce grand capitaine d'industrie qui sera enterré ce samedi à Bakassar, son village natal, et qui a bénéficié d'un décret du chef de l'État pour des obsèques officielles. Donc on va prier pour le repos de ce capitaine d'industrie, ce pape de l'hôtellerie. Camille Nélé, démarrons donc par ce sujet, le Covid-Gate, qui fait pratiquement la une d'un certain nombre de journaux sérieux, je vais le dire ainsi. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il faut préciser que tout part de là, tout au moins sur le plan officiel, parce qu'il y a eu des dénonciations avant, l'honorable Jean-Michel Nitieux et ainsi de suite. Tout part de là, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, il est clair, dans la note, il indique clairement que les auteurs, les co-auteurs et les complices des malversations, des cas de malversation financière doivent rendre gorge. Est-ce que dans cette approche, le ministre d'État, secrétaire général, il est certain que les gens ont détourné? En fait, vous savez, derrière l'arbre que le député Nitieux nous montrait depuis plusieurs mois, où on voyait le ministre de la Santé et le ministère de la Santé, on découvre aujourd'hui qu'il y a toute une forêt, une extraordinaire forêt, et on réalise maintenant avec l'article de la nouvelle expression que ce sont des milliards qui ont été distribués à toute une flopée de ministères. Le ministère de la Défense, le ministère de la Délégation générale de la Sûreté nationale. Le ministère de 6 milliards. 6 milliards. 26. 26. Enseignement supérieur, 6 milliards. Recherche scientifique, 6 milliards. 6 milliards. Enseignement supérieur, 6 milliards. C'est-à-dire que tout un ensemble de ministères qui ont obtenu cet argent, et maintenant il faudrait bien qu'on nous dise à quoi cet argent a servi. Donc on réalise aujourd'hui que le ministre secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en ordonnant une cascade d'enquêtes,
est certainement décidé à voir clair et à dégager la responsabilité. Il faut préciser sur très haute instruction. Sur très haute instruction, mais seulement, moi il y a une crainte. Moi, j'ai une crainte. J'ai peur que ces multiples institutions chargées de cette enquête ne se marchent sur les pieds, ne se télescopent, parce que d'un côté, vous avez la police judiciaire, de l'autre côté, vous avez le contrôle supérieur de l'État, de l'autre côté, vous avez la Cour des comptes. Bref, on se retrouve avec des institutions qui vont faire la même enquête, qui vont rechercher les mêmes coupables. Moi, j'ai peur que, effectivement, dans cette affaire-là, des pistes se brouillent et embrouillent tout le monde. Donc, il faudrait bien qu'on sache bien ce que ces différents ministères ont fait de cet argent, mais seulement, j'ai peur. J'ai peur justement des télescopages. Gervais Fongan, il y a aussi quelque temps, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, prescrivait, lançait un appel à manifestation d'intérêt pour un audit, pour sélectionner un organe qui fera un audit sur la gestion des fonds Covid. Est-ce que finalement, est-ce juste la pression du Fonds monétaire international qui fait qu'il y ait cette levée de bouclier, ou alors quand vous analysez le courrier du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, président de la République, certitude est qu'il y a eu des détournements de fonds Covid? Je voudrais observer deux choses. La première, pour dire qu'à la vérité, cette actualité est simplement, à mon sens, la preuve que la vérité est finalement le véritable tribunal de l'histoire. Parce que je me souviens au début de cette affaire, quand l'honorable Nietzsche a commencé à faire des dénonciations, beaucoup ont dit que c'était un acharnement, qu'il avait un problème particulier avec Mme Manaouchi. Il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le temps, il avait raison sur tous les points. Tout le monde a raison aujourd'hui à Nietzsche. Ça veut dire qu'on a intérêt à voir dans notre hémicycle beaucoup de parlementaires qui ont la vigilance de Jean-Michel Nietzsche et qui soient capables de veiller à l'application ou alors de contrôler l'action gouvernementale tel que c'est prescrit, inscrit dans les missions des parlementaires. Donc c'est ça la première remarque que je souhaiterais faire pour dire qu'en fait, finalement, Nietzsche a eu raison depuis le début. Et on gagnera à faire confiance. Et il ne s'est pas laissé perturber. Hein. Pas du tout, il est resté imperturbable. Il a continué. Malgré toutes les attaques qu'il subissait, malgré tous les noms d'oiseaux dont il a été affublé, il est resté droit dans ses bottes. Il a continué à dénoncer cette mascarade. La deuxième chose à observer, c'est pour dire que finalement, moi je suis un peu peiné contre cette cabale orchestrée contre la gestion des fonds de Covid. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de fabrication de consensus pour nous orienter vers quelque chose de bien précis, alors que beaucoup de Camerounais comme moi n'ont pas oublié que près de 3 000 milliards de francs ont été détournés pour la CAN et que les projets vendus n'ont jamais été livrés jusqu'ici, aucun complexe n'est disponible et qu'on a fait table rase dessus, on a fait comme si c'est vite passé. Est-ce que Guy Hervé non, moi vous avez parlé de la CAN, les fonds Covid, nous sommes sur les fonds Covid. Je suis d'accord. Est-ce que ce n'est pas la pression du Fonds monétaire international à prescrire un audit, à exiger un audit avant le décaissement d'une autre rallonge, la sortie du ministre des Finances? Est-ce que le ministre d'État, secrétaire général ou le ministre des Finances ne font que suivre, est-ce qu'ils ne font pas que suivre les pas? Au-delà de cette pression des bailleurs de fonds, vous allez voir le fil rouge. Je questionnais notre propre cohérence envers notre manière de gérer la chose publique. Parce que si on avait commencé par s'autodiscipliner nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en commençant par demander les comptes de manière systématique quand on ne voit pas clair, comme ce fut le cas avec la CAN, on n'aurait pas attendu que les bailleurs de fonds nous rappellent que les sous qu'on vous a remis, c'est trahi, on aimerait bien voir ce qui se passe. Ça veut dire que nous-mêmes, on est en face à nos propres turpitudes. Et aujourd'hui, il est normal que les bailleurs de fonds s'intéressent quand ils veulent remettre des sous à nouveau dans une affaire, qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé avec ce qui a été annoncé aujourd'hui. Personne ne peut vous dire avec exactitude ce qui est devenu le riz hors cas. Il y a eu un don spécial entre guillemets du président de la République pour aider à lutter contre la pandémie. Il n'y a aucune lisibilité là-dessus. Aucune information là-dessus. Il y a beaucoup d'argent comme ça dilapidé, dont on aimerait bien exactement ce qui s'est passé. Or, si dans notre manière de faire tous les jours, on avait intégré le fait qu'il faut qu'on s'auto-régule nous-mêmes, en commençant par la CAN et d'autres chantiers avant, on n'aurait pas attendu que les bailleurs de fonds nous rappellent ce qui est basique dans la gestion de la fortune publique. On ne les aurait pas attendus. Camille Nélé, c'est vrai que sur cette affaire, l'audit
va être lancé. On ne peut encore rien dire de concret pour le moment. On va simplement suivre cette actualité, sauf si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette actualité. Non, rien à ajouter. Moi, je pense que c'est une affaire qui vient de démarrer. L'audit que demandait l'honorable Jean-Michel Nicheux et beaucoup d'autres acteurs de la société civile est enfin lancé maintenant, mais lancé, comme je l'ai dit, dans plusieurs directions. Votre souci, c'est que les différents... Qui est pas en tout cas, chacun va venir faire son travail, pas l'autre. Et puis peut-être à la fin, la confrontation de ces différents rapports permettra d'émerger, de laisser émerger la vérité. En tout cas, le ministre d'État, secrétaire général, il est formel. Hein. Donc on sait déjà qu'il y a des malversations financières. C'est pour cela qu'il y a un journal qui a titré ce matin que tous ceux qui ont géré les fonds, qui ont mal géré les fonds Covid, qu'on les attend. Gervais Fongan, il y a un autre sujet qui nous intéresse et intéresse la majorité des Camerounais, cette correspondance du ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale adressée à l'ambassadeur du Brésil, qui indique à l'entendeur d'un important agrément pour l'importation des produits aviaires. Est-ce que, à peine Bernard Djonga est mis au sol, ne va-t-il pas se retourner dans sa tombe qu'on autorise déjà l'importation des produits aviaires, même si on tend à préciser que non, ça concerne les poussins et autres produits, pas les découpes de poulet. Est-ce que là, il n'y a pas risque qu'on se retrouve à la situation antérieure? C'est la deuxième mort de Bernard Djonga. Je suis très peiné de lire cet article. Je vous fais la promesse que Politique se reviendra dessus avec des éléments plus fouillés et plus riches. Parce que voyez-vous, on s'appelle peut-être Politique, mais on est 80% de politique et 20% d'économie. Et notre triptyque, c'est éveiller, responsabiliser, éduquer. Et avec ce qui se passe avec le poulet, on voit très bien qu'on n'a rien compris de toute la richesse et la profondeur des propositions qui ont été faites par Bernard Djonga pour sauver notre secteur agricole. Il n'avait pas que fait des propositions, hein. Il était vraiment allé au four et au moulin. Je me souviens encore du pacte agricole qu'il avait fait signer à tous les candidats aux élections présidentielles, à travers lequel une véritable révolution agricole qui était visible et perceptible. Donc là c'est quasiment la deuxième mort de Bernard Djonga. Et d'ailleurs, j'écoutais encore le responsable de l'ACDIC sur Radio Equinox ce matin, qui, à mon sens, donne des raisons d'espérer que les Camerounais ne désespèrent pas, que la mort de Bernard Djonga n'est pas la fin des combats de l'ACDIC. Donc ils étaient très prolixes ce matin. Je me suis réveillé avec ça ce matin et il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de croire. On a une filière agricole parce que voilà les véritables secteurs qui nécessitent de subventions. Comment vous expliquer aux Camerounais que même les intrants pour nourrir les poussins sont tous importés? Alors qu'on a une capacité de production, même du simple maïs, on est capable de produire notre propre maïs pour nourrir nos propres poussins. On importe tout. Même les choses sur lesquelles on aurait pu investir pour avoir une agriculture. On a un des sous-sols les plus fertiles du monde, que le monde entier nous envie. Donc, je pense qu'il est urgent que notre gouvernement se ressaisisse. C'est la deuxième mort de Bernard Djonga. Nous allons revenir dessus pour montrer les manquements, les limites d'un État qui a démissionné de ses missions régaliennes et qui consacre l'extraversion de notre économie. Camille, ce retour en filigrane du poulet, est-ce qu'il n'est pas l'heure que le ministre des Pêches et des Industries, le ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale fasse une sortie pour clarifier concrètement ce que le Cameroun va importer du Brésil? Parce qu'il faudrait bien qu'ils nous disent exactement ce qu'il entend par sous-produits aviaires. On sait très bien que tout ce qui est aviaire, c'est les poulets. Maintenant, les sous-produits aviaires, ça peut être quoi? Ce ne peuvent pas seulement être la provente. Parce qu'on sait très bien que les poulets qu'on nous envoyait, les gésiers qu'on nous envoyait, les ailes qu'on nous envoyait, c'était des sous-produits aviaires. Maintenant, il faudrait savoir, est-ce que cette préoccupation du ministre tend à nous faire comprendre qu'on va commencer à nous faire bouffer du poulet venu du Brésil ou des parties de poulet? L'inquiétude est toute fondée. Elle est toute fondée.
elle est bien exprimée, puisqu'en fait, cette lettre est tellement équivoque, cette correspondance est tellement équivoque qu'il faudrait bien que les Camerounais comprennent si ce sont des poulets qui vont venir du Brésil, si ce sont des parties de poulet, mais une chose est certaine, c'est que les Camerounais ne sont pas prêts à recommencer à bouffer du poulet congelé. Ou ce n'est que les poussins qui viendront du Brésil et un certain nombre d'inputs pour favoriser la production du poulet localement. En tout cas, le ministre des Pêches, de l'Élevage et de l'Industrie animale est vivement attendu pour clarifier cette situation, parce que même les différentes organisations avicoles, chacun y va de sa manière pour interpréter cette correspondance adressée à l'ambassadeur du Brésil. Gervais Fongan, politique, est revenu en kiosque ce matin. Je le dis parce que les semaines antérieures, on ne l'avait pas. Vous avez évoqué, c'est vrai que sur la une, on voit évidemment la propriété du général Lokobi, Njok Daniel, qui a été saccagé par les séparatistes. En tout cas, beaucoup d'élites ressortissantes de cette partie du pays ont vu leur bien saccagé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je souhaiterais qu'on s'intéresse sur la profanation des résidences de l'ancien président Amadou Ahidjo, qui est devenu quelque chose de banal, comme si Ahidjo n'a jamais existé. Pourquoi cet intérêt? Non, c'est parce qu'on est encore dans le sillage du 6 avril. Et il y a beaucoup de Camerounais qui ont mon âge, qui sont comme moi, estiment qu'on a l'impression notre pays n'a pas d'histoire, notre pays n'a pas d'âme. Et c'est très douloureux de savoir qu'on est dans ce contexte-là. Vous savez, quand vous avez fréquenté quelques autres parlements à l'étranger, vous voyez que quand vous entrez là-bas, vous voyez bien l'histoire du pays. Qu'avant le chef d'État actuel, il y a eu d'autres présidents qui ont bâti le pays. Quand vous entrez dans notre parlement ici, vous n'avez que les photos du chef de l'État un peu partout. Et c'est un peu embêtant. On a l'impression que notre parlement n'a pas d'histoire, qu'avant lui, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y a des symboles comme ceux-là qui sont des indicateurs de ce que des gens veulent pas avoir fait du révisionnisme et effacer ce qui a été fait avant eux. La profanation des maisons d'Ahidjo, j'ai envie de dire que je suis si vous avez flirté un peu avec l'anthropologie politique, vous serez d'accord avec moi qu'il y a des malédictions qui peuvent vous suivre toute votre vie. Au-delà de cette profanation, quand vous êtes un enfant qui perdait un parent et que vous essayez de faire le deuil de ce parent-là, quoi qu'on dise, vous serez toute votre vie persécuté et hanté par ça. Parce qu'en tant que Bantou, on doit faire le deuil de ses parents. Et Ahidjo, quoi qu'on dise, est le premier président du Cameroun. Et je n'ai pas le sentiment que jusqu'ici, le Cameroun n'a jamais fait son deuil. Il y a des choses parfois surréalistes qui peuvent nous arriver, qui dépassent notre entendement. Parce qu'on a refusé d'interroger notre propre culture et notre propre anthropologie. On a refusé de faire le deuil d'un parent qui nous était cher, qui a bâti nos plus belles richesses, et on l'a mis sous les ténoirs et aux oubliettes. Aujourd'hui, la cerise sur la bêtise, c'est qu'on va jusqu'à profaner ses domiciles. Vous voyez que là, on est en train d'amplifier, d'aggraver la malédiction qui va longtemps rester sur. Et surtout, il faut préciser que son corps n'est pas au Cameroun, son corps est à l'étranger. C'est ce que je dis. Et en plus, le corps est à l'étranger. Donc, le corps est à l'étranger. On profane encore ces maisons. C'est une double malédiction qui, sans être superstitieux, qui n'est pas bien pour l'avenir de ce pays. Il serait bien, il est encore temps que l'actuel gouvernement se ressaisisse pour réparer ce préjudice et qu'on restitue tout ce patrimoine à la famille et qu'on fasse le deuil du premier président camerounais en tant que Bantou, en tant qu'Africain. Camille Nélessé, que vous avez souvent évoqué, vous avez souvent évoqué ça une fois ici comme quelque chose de terrible qui vous avait marqué avec les jeunes qu'on avait vus sur cette vidéo, saccageant, pillant les résidences d'Amadou Ahidjo à Garoua. J'ai souvent évoqué ça, mais avant de répondre à cette question, je voudrais qu'on revienne sur le pillage de la maison du général Lokobi Njok, qui constitue la grande une du journal politique ce matin. C'est-à-dire qu'on voit comment des individus sont arrivés au domicile de ce général. De tout un général. Le directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale. Et ils sont arrivés, ils ont d'abord filmé toute la maison, une maison qui est
plus de 4 bâtiments complètement meublés où vivaient des gens. Ces gens sont arrivés, ils ont montré, ils ont pris des photos, ils ont brûlé et tout saccagé. Non seulement brûlé, tout saccagé, ils ont emporté et des téléphones. Quelques objets précieux. Des objets précieux et en disant très bien, et même en signant même leur acte, en démontrant que c'est moi, tel général, qui a fait ça. Moi, je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est innommable. Mais quand on regarde maintenant la victime aujourd'hui, le général Elokobi, qui est un homme connu à la gendarmerie pour son professionnalisme. Ses états de service. Alors, on voit quelqu'un qui a apte, selon l'article qui a passé 40 ans à construire cette maison. Il a commencé à la construire quand il était sous-lieutenant. Alors, arrivé au terme de la carrière de général, on brûle tout. Et en brûlant, il y a là-dedans des biens inestimables qu'il ne récupérera jamais. Des photos de ses parents, de ses toute sa vie, c'est toute sa vie. C'est-à-dire que tout est détruit. Et on réalise qu'il n'est pas la seule élite du Sud-Ouest à être victime, justement, de l'incendie. Il y a le Premier ministre, il y a 3-4 personnalités dont on a brûlé les domiciles. Et ce qui arrive aujourd'hui au général Elokobi devrait davantage interpeller. Et Amnesty devait aussi voir ça. Amnesty International voit également si tu me permets, juste une seconde, Gervais Fongang, pour vous, c'est quoi la dette du 6 avril 84 qui n'est pas soldée? La dette qui n'est pas soldée, c'est qu'on doit se réconcilier avec notre propre histoire et pardonner et se projeter vers l'avenir, parce que le Cameroun de demain doit se construire avec des Camerounais patriotes qui aiment ce pays et qui s'entraident. Merci, cher monsieur, d'être venu à la revue des Grandes Unes. C'était tout pour cette édition. Retrouvons-nous demain pour la dernière de la semaine. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. It is not because maybe this country acted like this on an issue that we should act the same. The first thing I want to recall to most of us is that Cameroonians are people who believe that, in fact, I should say, believe in their freedom to an extent. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de mesures barrières, de passeports verts et tout ce qui va avec, mais les politiciens ne voient pas la question de la violation des libertés et du recul de l'état de droit. Après l'entrée sur notre territoire de deux vols venus de l'extérieur, que le virus a commencé à se propager. Et même là, le public, l'opinion publique a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de confiner au moins les 2 grandes villes où le virus était déjà présent. Ça dit Douala, Yaoundé.